Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Comme promis, je vais répondre aux principales questions que vous m'avez posées depuis une semaine. Il y en a eu énormément et d'ailleurs je tiens à vous remercier pour vos questions, pour votre fidélité, pour vos encouragements. C'est vrai que c'est important, ça me permet de tenir malgré les pressions ici ou là. Donc merci encore. Nous allons continuer à dire la vérité économique, c'est le plus important et à démocratiser évidemment l'économie. Alors justement, il y a tellement eu de questions que je ne pourrais pas consacrer une seule vidéo à toutes ces questions, mais c'est promis, je ferai un webinaire uniquement avec vos questions. Ça durera plus d'une heure et ça me permettra d'y répondre. Je vous donnerai la date très bientôt. Mais en attendant, pour la vidéo de cette semaine, j'ai sélectionné 3 grands types de questions que vous m'avez posées évidemment, notamment les abonnés premium. Alors en fait, vos inquiétudes, elles sont assez simples finalement. Ça concerne d'abord les faillites d'entreprises qui sont en train d'augmenter. On vient d'avoir les chiffres de la Banque de France. C'est assez catastrophique, on verra ça dans le détail. Deuxième inquiétude, évidemment, le chômage, qui là aussi, l'INSEE nous dit que ça repart à la hausse. On va voir ça tout à l'heure dans le détail, notamment pour le chômage des moins de 25 ans. Puis également beaucoup de questions sur la pauvreté, le niveau de la pauvreté en France, qui malheureusement aussi est en train d'augmenter. On verra ça. Des graphiques parfois un peu durs à supporter, mais on se doit encore une fois de dire la vérité. Et puis troisième question, quid de la zone euro, quid de la France au sein de cette zone euro, et quid de l'Europe au sens large. C'est bientôt les élections européennes, donc c'est important évidemment d'en parler, de voir ça dans le détail. D'où donc cette question, faillite, chômage, euro, où vont la France et l'Europe? Ce sont des questions évidemment déterminantes pour notre avenir, également pour notre quotidien. Comme d'habitude, on terminera avec une bonne nouvelle, notamment pour ceux qui suivent nos prévisions, mais j'en dis pas plus. Pour l'instant, on commence, le programme est chargé. Voilà donc les chiffres de la Banque de France qui viennent de sortir. Ils sont assez incroyables, assez tristes. Regardez bien le nombre de défaillances d'entreprises sur 12 mois au mois d'avril, selon la Banque de France. Encore une fois, ce ne sont pas mes chiffres. Parfois, on me dit oh non, mais vos chiffres sont faux. Non, je ne prends uniquement des chiffres avec des sources officielles, que ce soit la Banque de France, l'INSEE, l'UFMI, etc. Donc là, la Banque de France nous dit, encore une fois, que nous avons quasiment 60 000 défaillances d'entreprises sur 12 mois, 59 772 précisément. Regardez bien cette courbe qui monte, qui ne cesse d'augmenter, c'est assez effroyable, à tel point que nous avons atteint un plus haut depuis août 2016. Alors bien sûr, on me dit oui, mais il y a un effet de correction lié à la phase de coronavirus où on a soutenu beaucoup d'entreprises qui ne devaient pas l'être, qu'on appelle les entreprises zombies, donc qui finalement ont continué d'exister alors qu'elles auraient dû disparaître, mais néanmoins, cette augmentation est énorme parce que derrière ces défaillances, il y a des personnes, que ce soit des micro-entrepreneurs, des entrepreneurs individuels et bien sûr des salariés. Et c'est ça aujourd'hui qui est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, si on regarde l'évolution des défaillances d'entreprises hors micro-entreprises, donc pour avoir évidemment notamment une image des entreprises qui ont des salariés, eh bien alors c'est complètement fou. Regardez bien, ça continue d'exploser et nous sommes aujourd'hui au mois d'avril 6,5% au-dessus du précédent sommet historique de septembre 2009. Regardez bien, donc là aussi derrière, vous avez des personnes qui sont concernées, des salariés, et donc ça va faire bien sûr un danger en termes de chômage, en termes social. Si on regarde maintenant le détail des chiffres, les variations notamment sur un an et les variations surtout depuis 2020, parce que à la rigueur, si vrai effectivement on a la situation par rapport au corona, ça peut poser problème, mais si on regarde avant justement le corona, donc par rapport à avril 2020, regardez bien ces chiffres, c'est complètement fou. Donc nous avons pour les PME, quasiment 20% de hausse, à la rigueur ça va, mais c'est surtout les micro-entreprises, la hausse est limitée, bien sûr, 15%, mais regardez bien, pour les très petites entreprises, 112,7% d'augmentation. Pour les petites entreprises de 10 à 99 salariés, quasiment 116% d'augmentation. Pour les moyennes entreprises, là, ça concerne entre 100 et 250 salariés, 111% d'augmentation. Quasiment 115% pour les entreprises de taille intermédiaire, vous savez, c'est ce qui d'ailleurs nous fait tant défaut en France, donc 114,8%. Et pour, donc avec également les grandes entreprises, et pour l'ensemble d'entreprises, donc plus 20%, et hors micro-entreprises, on vient de le voir, donc plus 113,4%, plus 50% sur un an. Alors maintenant, quels sont les secteurs qui sont concernés? Là aussi, une question que vous posez souvent. Bien, malheureusement, on s'y attend. On l'a souvent évoqué, la situation de l'immobilier, de la construction est assez dramatique en France. Et malheureusement, le gouvernement ne fait pas grand-chose. On a l'impression qu'il joue presque contre, effectivement, le secteur de la construction. Et voilà, là où il y a le plus de défaillances d'entreprises, pour l'instant en France, c'est dans le secteur de la construction. 12 881 unités, si vous préférez.
quasiment 35% de hausse sur un an. Ensuite, on a le commerce, plus réparation automobile, en fait, c'est le classement de la Banque de France qui est comme ça, 12 746, plus 23%. Mais regardez, ça augmente partout. On me dit, oui, l'industrie, on réindustrialise. Oui, c'est sûr, mais regardez bien, défaillance, 16,4% de hausse. Pour l'instant, là, il y a le moins de hausse, c'est dans l'agriculture, mais malheureusement, il y a une situation qui était particulièrement délicate jusqu'à présent. Transport, hébergement et restauration, regardez, 28% d'augmentation, information et communication là aussi, et activité immobilière, c'est les agents immobiliers, évidemment, ça souffre, hein, plus 46% d'augmentation, conseil et services aux entreprises, là aussi 31% de hausse, donc on voit bien, même sur l'enseignement, la santé, 23% de hausse, ça augmente partout, dans tous les secteurs d'activité malheureusement, donc tout le monde est concerné et ça fait évidemment froid dans le dos. Alors on va me dire, oui mais peut-être c'est pareil ailleurs en Europe. Eh bien non, c'est là où c'est catastrophique. Regardez bien les chiffres du premier trimestre 2024 qui viennent d'être publiés par Eurostat, donc c'est harmonisé. Je vous ai mis donc la France, donc c'est une base 100 en 2015, donc on voit où étaient les défaillances à ce moment-là, puis on voit comment ça évolue. Alors on voit bien la baisse française, parce qu'encore une fois, ces entreprises qui étaient artificiellement soutenues, ça nous a coûté très cher finalement pour pas grand-chose, puisqu'aujourd'hui, regardez bien, la France, c'est là où les défaillances sont le plus élevées. La zone euro, vous voyez, on est sur un niveau beaucoup moins élevé, c'est-à-dire on est sur une baisse par rapport à 2015, très net. Puis alors l'Allemagne, c'est vrai que ça a fortement baissé, peut-être qu'il y aura un réajustement au deuxième trimestre, mais néanmoins, on se rend bien compte que le plus dur est passé en Allemagne. Et regardez bien, il n'y a pas eu tellement de sauvetage justement d'entreprises pendant le coronavirus, on a laissé la réalité l'emporter finalement, donc si bien qu'aujourd'hui il y a moins de défaillances également, alors que nous on a refusé de se faire mal et aujourd'hui nous payons la facture. Et le drame, c'est que même les bonnes entreprises qui ne méritaient pas de déposer le bilan ou de faire défaut ou de faire faillite, eh bien elles sont entraînées par la vague parce que ça génère évidemment un marasme. Comment ça se passe ? Quand vous avez un client qui ne vous paye pas, eh bien évidemment, vous avez des problèmes de trésorerie, puis après, vous-même, vous ne payez pas vos clients, et ainsi de suite. C'est le cercle pernicieux. Voilà le danger dans lequel se situe aujourd'hui la France sur nos entreprises, qui, encore une fois, créent les emplois. Alors on me dit, oui, mais bon, il y a eu beaucoup de création d'emplois, d'entreprises. Vous savez, effectivement, d'ailleurs, c'est un petit peu le subterfuge pour masquer le manque de création d'emplois. Souvent, on a dit, bon, voilà, on va créer des micro-entreprises et tout va bien se passer. Bien là aussi, ça se stabilise, voire ça baisse. Regardez bien, là, vous avez les créations d'entreprises donc sur 12 mois, classiques, c'est-à-dire donc hors micro-entreprise, entreprise individuelle, on est sur, vous voyez, à peu près 390 000 créations d'entreprises. Bon, c'est pas mal, mais finalement, c'est une nette baisse par rapport à 2020-2021. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a autant d'entreprises qui ont été créées en 2021. Peut-être parce qu'il y avait des aides à prendre, je ne sais pas. Mais enfin, c'est quand même louche tout ça, vous comprenez ? Donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de supporter ces excès, tout simplement. Et donc même les créations d'entreprises sont en train de baisser. Si on voit mois par mois, là, tout à l'heure c'était sur 12 mois, mois par mois, là aussi, depuis le début de l'année, c'est en train de reculer. Et donc, s'il y a plus de défaillances d'entreprises, moins de création d'entreprises, mécaniquement, le chômage augmente. Et donc là, ce sont les chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir, regardez bien. Donc 7,5% de taux de chômage est stabilisé par rapport au quatrième trimestre 2023. Donc on a 7,5%. En données, je dirais en trimestriel par personne, ça c'est le quatrième trimestre consécutif d'augmentation. Je vous rappelle qu'il y a un an, on avait 7,1% de taux de chômage. Donc le chômage est bien en train d'augmenter et malheureusement, ceux qui souffrent le plus, ce sont nos jeunes. Regardez bien, le taux de chômage des moins de 25 ans, il est remonté à 18,1%, un plus haut depuis le troisième trimestre 2021. Alors, on a connu pire, bien sûr, mais quand on voit, je dirais, toutes les aides, toutes les formations, etc., qui permettent de se faire sortir les chômeurs des statistiques, eh bien malgré tout cela, malgré toutes les aides, nous avons un taux de chômage, regardez, des jeunes, 18,1%. Alors ça, c'est le taux de chômage qu'on appelle de catégorie A. Si on regarde le taux de chômage global, ce qu'on appelle le sous-emploi, vous voyez, on est à 16,5%. Ça veut dire, y compris les chômeurs qui ne sont pas immédiatement disponibles ou qui ne font pas une recherche active d'emploi, etc. Là, on a un vrai niveau de chômage, 16,5%. Ça veut dire plus de 5 millions de personnes. Voilà aujourd'hui l'état effectif du chômage en France. Et c'est vrai que c'est particulièrement dangereux. D'où, évidemment, ce lien direct, c'est que si le chômage augmente, eh bien malheureusement, et ça c'est très triste,
la pauvreté augmente, et je vous en parle parce que moi je viens des cités HLM d'Orly, donc malheureusement j'ai côtoyé ces difficultés, cette pauvreté, ces fins de mois difficiles. J'ai réussi à m'en sortir, évidemment grâce à mes parents. D'ailleurs je les remercie, même si ils ne sont plus là aujourd'hui, mais c'est vrai que globalement aujourd'hui on se rend compte que ce taux de pauvreté est en train d'augmenter. Regardez bien, nous avons, donc ça ce sont les chiffres, attention, de l'INSEE, mais de 2021. On n'a pas mieux pour l'instant, on est à 14,5%, c'est-à-dire que on retrouve le niveau qu'on avait en 2018, qui était lui-même un sommet quasiment historique. Donc ça, c'est le niveau de taux de pauvreté en France, et certainement, parce qu'on n'a pas les chiffres de 2023, on les aura que dans 2 ans quasiment, on a au moins 15% de taux de pauvreté en France. Alors, c'est quoi le taux de pauvreté? Selon l'INSEE, ce sont les personnes qui vivent avec moins de 60% du revenu, ce qu'on appelle le revenu médian. Ça veut dire qu'ils vivent avec moins de 1158 € pour une personne seule. Ça, c'est en 2021. Donc, l'INSEE, encore une fois, annonce 9,1 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc de 1158 €. Et parmi ces 9,1 millions, il y a la moitié qui gagne 924 € donc, par mois. Donc, ce qu'on appelle le revenu médian, ça veut dire la moitié des personnes pauvres ont un revenu inférieur à 924 € par mois. Donc quand on voit l'explosion de l'inflation, on se rend bien compte qu'évidemment, il y a des problèmes justement pour vivre, tout simplement. Alors, où est-ce que se situe cette pauvreté? Là aussi, ça aussi, chiffre de l'INSEE, c'est assez intéressant de voir que finalement, il y a 6 départements qui ont un taux de pauvreté supérieur à 25% en France. Alors, on a Mayotte, 77,3%. C'est particulier, évidemment. La Guyane, 52,9%. La Réunion, 36,1%. La Guadeloupe, 34,5%. La Seine-Saint-Denis, 28,4% en banlieue parisienne. La Martinique, 26,8%. Si on prend Paris, c'est 15,6%. Paris intramuros. Et quand on regarde là où il y a le moins de taux de pauvreté, le plus faible, c'est la Haute-Savoie, 9,5%. Vous avez la carte de France avec tous les départements. Donc voilà, quand c'est très foncé, c'est 25% ou plus. Après, de 17 à 25%, vous pouvez faire une photographie pour voir où se trouve votre département. On n'aura pas le temps de voir tout dans le détail, mais on se rend bien compte que malheureusement, cette pauvreté est en train de s'installer. Il y a des départements plus concernés que d'autres, bien sûr, mais attention, elle reste particulièrement élevée. Alors là aussi, une autre question que vous me posez également, comment calcule-t-on ce taux de pauvreté? Donc on l'a vu, c'est 60% en deçà du revenu médian. Quel est le revenu médian en France? Ça veut dire la moitié des Français ont un revenu inférieur à ce niveau-là. Eh bien, c'est 1930 € par mois en 2021, donc pour une personne seule, et 4053 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. Voilà, ça c'est le chiffre de l'INSEE. Alors, là où c'est bien compliqué, c'est que les 10%, donc les plus modestes, ont un niveau de vie, c'est donc le niveau de vie inférieur à 12 290 €, et les 10 personnes les plus aisées, donc ça c'est par an évidemment, donc 41 870 €, chiffre là aussi de l'INSEE. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, non seulement on a vu les différences augmentent, le chômage augmente, la pauvreté augmente, mais également les inégalités augmentent. Pour ce faire, on a ce qu'on appelle indicateur de Gini. Alors je ne rentre pas dans le détail, simplement savoir ce que cet indicateur, quand on est proche de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inégalité, quand on est proche de 1, ça veut dire que malheureusement les inégalités augmentent. Et là, avec ça en train d'augmenter en 2021, on est à 0,294. Voilà le graphique sur longue période, donc de ce coefficient ou de ce taux de Gini, encore une fois, donc de 1975 à 2021, regardez bien. Donc fait qu'on a eu des phases où ça un petit peu, il y a eu plus d'inégalités que d'autres. Par exemple, après la crise de 2008-2009, on a eu également ça en 2018, mais sinon, si on enlève ces 2 points, nous sommes sur un plus haut depuis, regardez bien, 1978. Ça veut dire que là, on a quand même un problème. On est numéro 1 du monde des dépenses publiques, de la hausse de la dette publique. Et pourtant, on a des inégalités qui augmentent, un taux de pauvreté qui augmente. Donc encore une fois, où va l'argent? Ça montre bien que... Alors, attention, il y a une partie qui est quand même bien utilisée. D'ailleurs, selon l'INSEE, grâce à la redistribution, parce qu'on paye quand même énormément d'impôts et on a énormément de redistribution, grâce à cela, on gagne 6,9 points sur le taux de pauvreté. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir en France un taux de pauvreté de 21,4%. Et grâce à la redistribution, donc les aides, etc., donc qui ont un coût énorme, on passe à 14,5%. Le problème, c'est que malgré toutes ces aides, plus ça augmente, plus le taux de pauvreté est en train d'augmenter. Donc il y a un problème. Il y a un problème de moyens et d'efficacité de ces moyens. Et ce, malgré l'explosion de cette dette publique. Alors je vous ai fait 2 graphiques, d'abord un sur la France. Donc rappelez-vous, la dette publique par habitant en France depuis 2007 a augmenté de 124,5%. C'est la courbe rouge ici. Et si vous regardez la courbe bleue, là c'est l'évolution du PIB par habitant.
en valeur, ça veut dire augmenter des prix, une hausse de 35,4%. Ça veut dire que la dette publique par habitant a augmenté 3,5 fois plus vite que le PIB en valeur par habitant. On a quand même un problème. Vous voyez, aujourd'hui, on a 45 510 euros de dette publique par habitant. Quand le bébé est né, il a ça comme dette. Et on a un revenu par habitant, un PIB par habitant de 42 530 euros. Donc on a un problème, vous voyez ce que je veux dire? On a plus de dettes que de PIB par habitant. Donc c'est sûr que là, on a une situation qui est particulièrement dangereuse, surtout que cette dette va nous coûter de plus en plus cher. Bientôt, la charge d'intérêt de la dette va atteindre 75 milliards d'euros. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Alors vous allez me dire, tout le monde a fait pareil? Eh bien non. Regardez le cas allemand. Eh bien, en Allemagne, la dette publique par habitant depuis 2007 a augmenté de 58,3%, quasiment le même niveau que par rapport au PIB en valeur par habitant, 58%. Et c'est à 0,3 points près, c'est le même. Mais par contre, regardez bien, dette publique par habitant en Allemagne, c'est 31 300 euros, alors que le PIB par habitant, c'est 48 750 euros, chiffre de 2003, chiffre évidemment tout à fait validé par le FMI. Donc on a un petit problème. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on aurait pu faire différemment. Donc arrêtons de dire, oui, c'est à cause de l'Europe, c'est à cause de ci, etc. Non, c'est à cause de la France. C'est à cause des dirigeants français qui, malheureusement, n'ont pas pris les bonnes mesures. Ils ont fait cette fuite en avant pour continuer cette gabegie de dette publique avec de moins en moins de résultats. Quand on voit l'état des services publics, évidemment, on se pose des questions. Quand on voit donc la pauvreté, les inégalités, les défaillances d'entreprises maintenant, nous avons un vrai problème en termes d'allocation des moyens. Les moyens sont là, ils sont énormes, mais ils ne vont pas là où il faut. Et surtout, on n'arrive pas justement à créer, faire de la France une terre de croissance forte et qui soit dynamique. Évidemment, quand on fait que de la dette publique, c'est facile d'éviter la récession. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le vrai monde. On est dans une fuite en avant, mais tôt ou tard, le vrai monde va arriver et on va se heurter évidemment à cette difficulté. Alors, autre grande question, parce qu'on parle souvent justement de nos amis anglais, j'en ai parlé la semaine dernière par rapport au Brexit. Alors on me dit, mais pourquoi le Brexit n'a pas été une catastrophe? Ceux qui se souviennent, j'avais fait plusieurs émissions, et puis également des débats ou des conférences, donc en 2016 et 2018, justement sur le Brexit, en disant, attention, ça ne va pas coûter si cher que ça va peut-être même coûter moins cher au Royaume-Uni qu'à la France. Pourquoi? Parce que en fait, le Royaume-Uni, avant le Brexit, s'est renforcé d'un point de vue économique. Regardez, en 1995, il avait une croissance structurelle de 1,2%, alors qu'aujourd'hui, il est à 2% de croissance structurelle. Nous, sur la même période, on avait 2% en 1995, on est tombé à 0,9% de croissance. Donc en gros, le Brexit a pu coûter à peu près 1 point de croissance en moins au Royaume-Uni, mais quand vous enlevez 1 à 2, il reste encore 1% de croissance. Alors que chez nous, ça nous a également coûté autour des 0,5 à 0,7 points de croissance par an, uniquement problème de ce Brexit, et donc ça veut dire qu'il reste quasiment 0% de croissance, parce que notre croissance structurelle, évidemment, n'a cessé de baisser. Je vous rappelle ce classement au niveau mondial, nous sommes maintenant 25e mondiaux, on était 10e, même 11e en 90, 12e en 95. Taux de chômage, pareil au Royaume-Uni, on est à 4% de taux de chômage, alors que nous on est à 7,5% quand même à de le voir, et surtout dépenses publiques, 44,6% au Royaume-Uni, et nous on est à plus de 57%, dette publique 110%. Attention, les Anglais aussi ont augmenté fortement la dette publique, 101% du PIB, c'est moins qu'en France, mais c'est quand même beaucoup, donc ça veut dire qu'ils ont quand même utilisé pas mal leur marge. Donc voilà pourquoi le Brexit n'a pas été une catastrophe, parce que le Royaume-Uni avait les moyens de supporter évidemment ce choc, mais néanmoins, on se rend bien compte aujourd'hui. Autre avantage, les Anglais avaient le livre sterling, ils n'avaient pas l'euro. Donc, ça veut dire que quand ils sont sortis de l'Union européenne, il n'y avait pas de monnaie à changer, ils ont gardé la même monnaie. Et d'ailleurs, la livre sterling a été utilisée comme arme de politique économique pour soutenir l'activité britannique. Voilà pourquoi, effectivement, le Brexit n'a pas été aussi catastrophique. Alors, dire ça ne veut pas dire que nous sommes pour le Frexit. Alors, c'est vrai, quand on regarde les chiffres, on le voit ici, il y a plus de croissance au Royaume-Uni, je l'évoquais la semaine dernière, donc depuis 2015, qu'en France ou qu'en Allemagne, ils sont 11% contre 9,9% en France, hors inflation évidemment, et quand on regarde sur longue période, donc là on voit que le travail qui a été effectué par le Royaume-Uni depuis les années 2000, où ils ont eu une hausse du PIB de 42,1%, alors que nous sur la même période on a eu 32,2%, donc 10 points d'écart, on a même fait moins que la zone euro. Donc ça montre bien que malheureusement nous ne savons plus faire de la croissance forte, et donc c'est pourquoi un choc type le Brexit aurait été beaucoup plus coûteux évidemment en France. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est clair que plus grand monde appelle au Frexit. Pourquoi? Certains, je vois, ils font des commentaires Frexit. Oui, c'est vrai qu'on dit on va tout casser, c'est bien.
pourquoi pas, sauf que ça va nous coûter extrêmement cher, encore une fois. Déjà, nous ne sommes pas les Anglais, on l'a vu d'un point de vue économique, on est donc moins solide. Et puis d'un point de vue, je dirais, de la monnaie, nous avons l'euro. Donc si on fait un Frexit, il faut changer de monnaie, il faut revenir au franc. Et quand on se souvient combien ça nous a coûté de temps et d'argent quand on est passé du franc à l'euro, alors déjà, à quel niveau on va revenir? À 1 euro pour un franc, on ne sait pas. Et puis il faudra adapter tous les systèmes de comptabilité, les systèmes des banques, les systèmes informatiques, etc. Sans parler des billets, des pièces qu'il va falloir refaire. Et puis bien sûr, les confusions, les risques d'augmentation de l'inflation, etc. Vous voyez, donc c'est très dangereux, encore une fois. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est très dangereux, c'est trop tard. Il fallait peut-être faire différemment. Maintenant qu'on en est là, ça va être très compliqué de faire ce Frexit. Il faut être tout à fait honnête. Et puis parallèlement, si jamais on fait le Frexit, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut rétablir le contrôle des changes. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus sortir notre argent de France et parallèlement, les étrangers ne pourront plus investir fortement en France. Alors on me dit oui, mais la Banque de France sera la planche à billets. On l'a vu, la BCE l'a fait, alors ça va sauver le système pendant quelques temps, mais après ça va faire de l'inflation. Et puis surtout, les investisseurs vont être effrayés, et donc ça va faire augmenter les taux d'intérêt, notamment de notre dette publique. Alors je veux bien, on me dit on va supprimer la dette publique. Oui, mais si on la supprime, à ce moment-là, comment on fait pour s'endetter de nouveau? Parce que c'est bien ça le problème, les pouvoirs publics sont tellement forts qu'ils vont encore faire des déficits. Donc on ne voudra plus jamais nous prêter. Et rappelez-vous, quand la Grèce a failli quitter la zone euro, le taux de 10 ans grec est monté à 35%. Donc même si nous ne sommes pas la Grèce, si nous sommes un petit peu plus forts, à ce moment-là, nos taux d'intérêt monteront quand même à 10%. Regardez bien aujourd'hui, alors que nous sommes toujours dans la zone euro, les taux d'intérêt de la dette publique française sont à 3%, on était même à 3,5% il y a quelques mois, et là ça remonte, vous voyez, c'est sur les derniers jours, on est à plus de 3% de taux d'intérêt de 10 ans, ce qui fait un coût de la dette publique, c'est-à-dire la charge d'intérêt de la dette, de bientôt 75 milliards d'euros par an. Donc on comprend bien que ça peut être extrêmement dangereux. Après, ça sera un choix souverain, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il faut penser l'Europe différemment. Tout casser, ça peut être extrêmement dangereux. Et moi, je suis contre les révolutions dramatiques parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et donc, ça pourra nous coûter extrêmement cher. Et donc, à partir de là, si on a l'explosion de la zone euro, parce que si la France quitte, évidemment, d'autres pays vont le faire, bien entendu. Alors c'est une crise financière type 2008, mais puissance 20. Donc imaginez la hausse des taux d'intérêt, la récession, le chômage. On dit, les marchés boursiers qui baissent, à la rigueur, mais quand même, ils sont tellement hauts, mais tout de même, ça va faire mal. Et puis ensuite, évidemment, que va-t-on faire de la zone euro? Moi, je pense qu'il y aura, soit tout le monde reprend son ancienne monnaie, mais là, évidemment, ça sera un capharnaüm, soit il y a des pays qui vont dire, par exemple l'Allemagne, mais moi, attendez, moi, j'ai respecté les règles, et il y a plein de pays avec moi, type les Pays-Bas, par exemple, l'Autriche, etc., la Finlande, voire l'Italie, maintenant, qui essayent de respecter les règles. Donc, pourquoi pas faire 2 zones euro? Une zone euro avec des pays qui respectent les règles, et puis une autre qui ne respecte pas, et donc qui ont un euro moins fort. Là, à la rigueur, pourquoi pas? Donc toujours est-il qu'on va avoir une Europe à géométrie variable. Et c'est sûr qu'il faut changer l'Europe. Il faut réduire la pression réglementaire de cette Europe, réduire les dépenses de cette Europe, en faire une terre de croissance forte, parce qu'aujourd'hui on le voit, entre la croissance de la zone euro et celle des États-Unis, c'est du simple au double depuis les années 90. Donc ça ne peut plus durer. On a créé justement la zone euro pour concurrencer les États-Unis, concurrencer le dollar, et on s'est malheureusement complètement planté. Donc il faut complètement repenser cette stratégie européenne, l'améliorer. Sinon, évidemment, on finira par la fin de la zone euro et on voit ce que ça peut, je dirais, là aussi nous coûter. Donc, mieux vaut organiser, effectivement, quitte à faire 2 zones euro pendant un certain temps. Est-ce que la France, d'ailleurs, sera dans la zone euro ou pas? Dans la zone euro premium ou pas, ça serait une autre question. Toujours est-il qu'il faudra s'armer, là aussi, de courage. Donc voilà, un petit peu pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci encore. Je répondrai à d'autres au fur et à mesure des vidéos, et puis on fera également un webinaire très très bientôt pour toutes ces questions. Continuez d'ailleurs de les poser, ces questions. J'y répondrai, évidemment, déjà sur le YouTube et puis également sur les vidéos. Je termine quand même bien sûr par la bonne nouvelle, alors elle est un petit peu particulière, parce que c'est notamment pour ceux qui suivent nos prévisions. C'est que j'avais annoncé ici même, il y a déjà 2-3 ans, l'augmentation des cours de l'or, et c'est exactement ce qui s'est produit. Et là même, ça atteint des niveaux assez incroyables. On est à 2426 $ l'once, ça fait à peu près 2234 €. Des niveaux jamais vus, bien entendu. Donc ce qui montre bien qu'on a une situation aujourd'hui où l'or reste cette valeur refuge. Donc ça montre bien que les marchés, les investisseurs sont inquiets par rapport à la situation économique, notamment dans la zone euro, notamment également en France. Et donc il faut rester extrêmement prudent et toujours garder cette fameuse poire pour la soif. Voilà, encore une fois, merci pour votre fidélité. Portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt.